Voici une peau de serpent. Je suis Ottavio et je vais te montrer aujourd'hui comment on travaille à l'Institut Butantan. Ça sent le tilapia. C'est un mâle. C'est un mâle. Tu vois, c'est un ongle plus... Oh là là! Regarde la taille de ce truc, mec. Regarde Godzilla là-bas. Une morsure de cet animal peut arracher une main. Waouh, je me sens très mal à l'aise. Mec, t'as vu comme elle est forte? Oui. 4 mètres et demi, c'est la taille maximale qu'atteint un anaconda? Non. Non, c'est la taille de l'un de nos animaux. Et on va entrer ici? Oui, j'ai compris. Quelle est la taille maximale de ces bêtes? Elle peut atteindre jusqu'à 12, 10. Les femelles. 12? Oui, 12. L'Institut Butantan, vous le connaissez probablement déjà. Peut-être que vous êtes déjà venu ici lors d'une excursion scolaire quand vous étiez gamin, ou au moins, vous l'avez déjà vu dans un reportage à la télévision. Ce n'est pas étonnant, c'est l'un des principaux centres de recherche du Brésil. Mais une partie ici est nouvelle et peu connue, où il se passe des choses incroyables, et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et ma guide aujourd'hui sera Chris, chercheuse ici à Butantan. Elle est du LEV, en fait. LEV, ça veut dire quoi, Chris? Un laboratoire d'écologie et d'évolution. Très chic. Et quand on pense à Butantan, en général, on pense aux serpents. Mais il y a d'autres animaux ici. Oui, il y a beaucoup d'autres animaux ici. Beaucoup. Et parmi mes préférés ici, il y a les tortues. C'est ça, Chris? Oui, ici nous avons les jabutis, n'est-ce pas? Qui sont des tortues terrestres. Ah bon? Waouh, celui-ci est gigantesque, hein? Celui-ci est grand. Il a un nom? Non, certaines tortues ont un nom car elles sont arrivées ainsi, mais pour les identifier, on utilise une puce électronique. Alors celui-ci, je vais l'appeler Emilio. Voici, Chris, une tortue terrestre. C'est une tortue terrestre. Quelle différence avec la tortue d'eau douce? Alors, celui-ci est exclusivement terrestre, mais on a plusieurs témoignages. D'ailleurs, ils adorent prendre des bains, ils vont dans l'eau et nagent très bien. Souvent, on est surpris par leur capacité, malgré ce poids, à se mettre à nager dans nos lacs. Celui-ci ressemble à un chien et s'approche comme s'il voulait des caresses. Oui, ces tortues terrestres sont assez habituées car beaucoup viennent déjà de certaines familles. C'est pourquoi ils ont été remis volontairement ici au Butantan. Donc, ils sont habitués à cette cohabitation avec les humains. Certains nous suivent, ils aiment les caresses. Alors, on finit par beaucoup interagir avec eux. Les reptiles sont-ils capables d'avoir de l'affection? De devenir des animaux de compagnie? Bien sûr. Tous les animaux sont des êtres sensibles, capables d'avoir des sentiments, de ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Oui, ces signes sont très difficiles à identifier pour nous. Donc, il faut vraiment connaître la biologie de l'espèce, connaître les caractéristiques de l'animal et, très souvent, aussi connaître la personnalité, car ces animaux ont une personnalité, tout comme nous. Je peux le prendre dans la main? Oui, tu peux, mais sois toujours prudent avec ces animaux quand tu les prends, d'accord? Sur le côté. En fait, ils n'ont pas un mouvement du cou ou de la tête très prononcé pour te mordre, mais pour des raisons de sécurité, on les prend toujours un peu plus vers l'arrière et il y a quelques particularités. On peut déterminer le sexe de ces animaux après un certain âge en regardant quoi? Cette partie, nous l'appelons la carapace, aham, et cette partie, nous l'appelons le plastron. Donc, on regarde la courbure, n'est-ce pas? Cette courbure, quand l'animal est très courbé, c'est un mâle. Pourquoi est-ce un mâle? Parce qu'il doit adapter cette courbure à la partie de la femelle lorsqu'il va s'accoupler pour la reproduction. C'est donc le mâle. Et il y a une autre raison aussi. Ce sont des animaux qui pondent des œufs. Alors, imaginons que ceci est le plastron et ceci est la carapace. Oui. Si la femelle était courbée, il n'y aurait pas d'espace dans cette cavité chélomique pour stocker les œufs. Donc, elle a besoin d'espace. C'est pourquoi la femelle est bien droite et le mâle est courbé. Regardez la différence ici, hein? C'est beaucoup plus concave. C'est bien plus. Oh, c'est le concave et le convexe, expliqué avec des tortues. Je peux voir si Emilio est un mâle ou une femelle. Allons-y, je vais essayer de le soulever. Il doit être lourd. Il l'est. C'est un mâle. C'est un mâle. Allez, Emilio. Et Chris, il y avait un truc quand j'étais gamin, j'étais un enfant asthmatique. Et il y avait cette superstition, je ne sais pas, hein, une croyance que si tu avais une bête comme celle-ci, ça guérissait l'asthme de l'enfant.
Non, Tout ça, ça ne guérit pas. Non. D'où ça peut bien venir, ça? je ne sais pas d'où vient cette histoire. J'ai aussi entendu parler de l'époque où il fallait boire du sang de tortue terrestre. Ça a existé. Il y avait le sang de tortue terrestre qui aidait aussi pour ses problèmes respiratoires, mais non. Je pense que votre travail est très important pour démystifier ces choses, parce que ma mère a acheté un couple de tortues pour que j'en ai à la maison afin d'essayer de guérir mon asthme. Un autre ici que les gens achètent beaucoup comme animal de compagnie, cette tortue de Floride. C'est bien une tortue de Floride? Oui. Oui, tortue de Floride. Elle devient énorme quand on la voit. Parfois, elle est toute petite et tout, mais elles grandissent beaucoup, n'est-ce pas? Ces animaux sont déjà différents? Ce sont des animaux exotiques? Non, celui-ci aussi. La détermination du sexe de cet animal est déjà différente. Celui-ci est un animal aquatique. Ils sortent de l'eau pour prendre le soleil, pour se thermoréguler, justement pour rester au soleil, pour réchauffer leur température corporelle. Donc, pendant les jours très froids, en hiver par exemple, leur taux d'alimentation diminue beaucoup, on voit qu'il reste de la nourriture, c'est parce que leur métabolisme a ralenti, oui. Par exemple, la détermination du sexe de ces animaux diffère de celle des tortues terrestres. Ici, leur plastron reste toujours plat. D'accord. Comment distingue-t-on le mâle de la femelle? On peut observer la taille des griffes. Les mâles ont des griffes plus longues car ils doivent agripper la femelle lors de la copulation. Regarde la taille des griffes de devant. Je vois bien qu'elle est en train de me griffer. Tu vois, c'est une griffe plus... Oh là là! Plus longue, non? Oui. Et sa petite queue ici derrière, elle est plus grande. Pourquoi? Parce que le mâle, au moment où il monte, il doit courber sa queue pour l'introduire dans la femelle. Il fait l'amour avec la queue? Oui, parce qu'en fait, ces animaux, ils ont le cloaque. Et à la sortie du cloaque, on a toute la partie génito-urinaire. Et la partie reproductive, donc tout sort par là, n'est-ce pas? La partie reproductive, la partie intestinale, tout sort par le même orifice. En parlant d'animaux exotiques, il y a ici une autre tortue sensationnelle qu'on va montrer maintenant, c'est ça? Oui. Mais ce n'est pas toi qui la prends, c'est ça? Non. Non, là... Mate la taille de ce truc, mec. Regarde Godzilla là-bas. Oui, celle-ci, c'est Sophia. Sophia, C'est ça? Oui, Sophia aussi était un animal qui est arrivé ici grâce à un don. C'est une tortue serpentine. ça ne vient pas du Brésil. Non, ça ne vient pas du Brésil. Et celles-ci c'est une espèce extrêmement agressive, d'accord? Mais il faut toujours prendre toutes les précautions lors de la contention. Tout le monde doit toujours être très attentif, très prudent, parce qu'en réalité, une morsure de cet animal peut arracher une main. J'ai déjà vu des vidéos sur Internet, vraiment, il mange des morceaux de bois, une citrouille, et il ressemble vraiment à un dinosaure. Regarde sa queue, mec, regarde ce truc qu'elle a là. Regarde les yeux de cette bête, mec. Elle va te manger, Emilio. Elle fait ce bruit, la tortue fait du bruit. Elle est en colère, non? Elle est irritée? Oui, elle est irritée. Ouais, elle ne veut pas nous parler en vidéo. Elle va dans sa petite cachette? Ces cachettes, elles ont des pierres chauffantes. C'est pour ça qu'elle y est. Je te l'ai dit, non? Quand il fait très froid, les animaux doivent se réchauffer. Alors ils cherchent de la chaleur, ils vont sur les pierres chauffées et cette chaleur réchauffe leur corps. Au revoir, au revoir. Regarde comme c'est sensationnel. Viens ici, Louise. Comment s'appelle celle-ci? Celle-ci, c'est la Montedora. Non. Son nom, elle n'a pas de nom. Celle-ci n'a pas de nom? Non? Alors c'est Emidia? Tu peux t'approcher un peu plus ici. Regarde sa bouche, mec. Chris, si je mets mon doigt là, je le perds. Ton doigt, c'est fini. Même si cette bête est intimidante, une autre me fait bien plus peur. Et c'est celle qu'on va voir maintenant. Alors, celui-ci, c'est un lagarteio, n'est-ce pas? C'est celui dont tu as peur là-bas. Comment veux-tu que je n'ai pas peur? Et alors, Louise, tu disais avoir déjà été mordue par cette bête? Oui, au moment de nettoyer leur enclos, on doit faire une contention. On en avait un qui s'appelait Fucino Preto. En fait, seul Gustavo et moi nous en occupions car il attaquait vite. Quand tu t'en chargeras, il faudra faire une contention. Il faut le saisir par la tête, par la partie inférieure de son corps, et il faut être rapide. Et là, il ouvre la bouche comme ça parce qu'il est agressif ou pas? Non, non. Ça a répondu à ta question. On l'a sorti de sa zone chauffée, hein? On l'a sorti de la zone chauffée. On l'a tiré de sa zone chauffée et du sommeil, il est très nerveux.
C'est le plus courant, non, Salvador Merian? Et toute cette langue-là, il est en train, genre, de capter des informations de l'environnement, Plus qu'avec la vue, autant qu'avec la vue, mais c'est pratiquement son odorat. La langue est l'odorat de l'animal. Elle capte des informations chimiques de l'environnement et il interprète ce qui se passe. et celui-ci, écoute, je suis vraiment mal à l'aise d'être près de ce. Même s'il est un animal très étrange, il n'est pas exotique, parce qu'il est brésilien. Brésilien? Oui, en plus on en trouve à plusieurs endroits au Brésil, n'est-ce pas? On en voit plusieurs d'ailleurs en se promenant ici à Butantan. Pour quelqu'un comme moi qui a très peur de ce genre de bêtes et en croise, regarde là-bas. Il est essentiel de connaître l'importance de cet animal. Pourquoi Dieu a-t-il créé le Teju Teyucres? Tous les animaux ont une importance dans les niches écologiques où ils se trouvent, n'est-ce pas? Tous les animaux jouent un rôle dans leur environnement, à condition qu'on ait une population contrôlée. Dans la chaîne alimentaire à laquelle il appartient, il a une importance fondamentale pour le contrôle d'autres animaux, car il va se nourrir et ainsi maintenir l'équilibre de l'environnement. Il mange des rats, il mange des rongeurs, oui. Donc, avoir ces animaux permet vraiment de maintenir l'équilibre. Tous les animaux en ont. Il n'a pas de dents? Il n'a pas de dents. En fait, ils ont de petites dents, n'est-ce pas? Mais ces dents n'ont pas la fonction de mastication, comme chez les mammifères, par exemple. Ce sont de petits vestiges servant à attraper puis avaler la nourriture entière, contrairement à la tortue qui n'a aucune dent. Et celui-ci, il a un nom? C'est le museau blanc. Museau blanc. Son frère, le museau noir, c'est lui qui m'a mordu, le terrible. Et celui-là, le museau noir, il est quelque part où ils l'ont déjà transféré? Non, il est allé ailleurs, il est parti dans un autre zoo. Je vois, il est parti ailleurs, hein? Ils l'ont emmené pour discuter et... Il est parti ailleurs. Mais Chris, remettons le museau blanc ici et allons voir un autre petit animal. Je me sens comme si j'entrais dans la cage des vélociraptors de Jurassic Park, tu vois. Allons-y. Je peux entrer ici, Chris? Excusez-moi. Oui, vas-y. Excusez-moi. C'est un iguane, Chris? C'est un iguane. C'est un animal brésilien natif. L'iguane est brésilien? Oui. Je pensais que c'était tout des trucs des Caraïbes, mais non. Cette iguane est de chez nous. C'est pour ça qu'elle est plus foncée, celle plus verte. Comme ça? Non, non. Ça dépend de l'animal, ça dépend de l'alimentation, ça dépend de la façon dont on s'en occupe. Elle se camoufle aussi. C'est comme un caméléon. Non, ce n'est pas comme un caméléon, mais elle a cette capacité. Il y a des jours où on regarde l'iguane, elle a une couleur vraiment jolie, beaucoup plus verte que marron. Comment vous faites, vous qui travaillez avec ça, avec ces modes? Parfois c'est la tortue, parfois c'est l'iguane, parfois c'est le serpent des blés. C'est pour ça que la gestion de la faune doit toujours être discutée, même les questions politiques, les législations, avec les gens, avec les spécialistes du domaine. C'est aussi pour comprendre ce qui est décidé concernant des animaux qui sont si particuliers et qui demandent une gestion si spécifique. Les gens suivent cette mode du « j'en veux un, j'en veux un », et tout à coup, ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. L'animal va exiger un soin tellement différent de ce à quoi on est habitué avec un chien ou un chat. Ce désenchantement de la famille fait qu'on l'abandonne comme un objet, ce qui est totalement inadmissible. Tu la prends dans la main ou pas? On peut la prendre, Louise aussi. Tu veux la prendre? Louise? On l'a déjà passé à Louise. Laisse Louise la prendre. Allez, Louise. C'est Druida, c'est à lui. Druida, C'est Druida. il est doux, il est vraiment doux. Ah bon? Il griffe un peu parce qu'il a des griffes, tu vois. Waouh, sa griffe est grande. Cet animal nous a été donné et il est avec nous depuis environ 4 ans. Oui. Ah. Waouh, Druida est vraiment calme. C'est Godzilla, non? Mec, il est vraiment beau cet animal. Je comprends qu'on trouve cet animal cool, mais l'avoir chez toi sur ton canapé à regarder la Coupe du Monde avec toi, ce n'est pas l'idéal. Non, ce n'est pas idéal, c'est un animal sauvage. Et celui-là ne mord pas. Non, non, tu peux aussi le tenir si tu veux. Je suis cool, je suis tranquille, Louise. Il ne mord pas, non. Je vais te laisser le druida. Il ne mord pas, c'est juste une petite griffure. Celui-là, il m'a frôlé avec sa queue. Est-ce qu'on peut donner une petite feuille ou quelque chose à Ligan? Son alimentation, c'est exclusivement des feuilles, n'est-ce pas? Des feuilles et des fruits? Elle est végétarienne, n'est-ce pas? Celle-ci ne consomme plus de protéines animales. C'est du poulet. Dans ma tête, elle mangeait aussi un peu de poisson. Contrairement au Teju, n'est-ce pas? Le Teju, lui, est vraiment carnivore. C'est vraiment génial ici, mais il est important de dire aussi que même si tous ces animaux ici sont effectivement des dons, l'Institut Butantan n'accepte plus aucun don. Donc si vous avez un animal comme celui-ci, ça ne sert à rien d'essayer de l'amener ici, parce qu'ils sont déjà complets.
Tout comme moi, j'ai les mains pleines. Cependant, l'Institut Butantan n'est pas seulement cette partie un peu zoo, c'est aussi une partie un peu laboratoire que nous allons découvrir maintenant. Maintenant, on est dans cet endroit qui ressemble un peu au laboratoire de Dexter. Qu'est-ce que c'est ici, Chris? Alors, maintenant, on a changé de bâtiment. On est dans notre centre d'élevage scientifique. Cette salle est une salle d'anatomie où nous avons des animaux qui sont morts pour diverses raisons au fil de l'histoire du laboratoire et ils sont utilisés à des fins pédagogiques. Ici, parfois, vous ouvrez ces bocaux et les gens étudient. Nous sortons ces animaux, nous les plaçons sur les tables pour des démonstrations d'anatomie. En parlant d'anatomie, avons-nous ici un vrai squelette de serpent? Un véritable squelette de crotale, c'est un animal qui est mort et le personnel ici de l'équipe pédagogique a fait toute cette préparation pour que les visiteurs puissent vraiment, à travers ces fenêtres, découvrir toute la structure osseuse. Alors vous allez dire comme ça, ceci c'est le grelot du crotal. Certaines personnes demandent pourquoi c'est peint? C'est peint? Vous voyez qu'il y a un peu de rouge ici? Vous avez mis du vernis à ongles? Exactement. Pourquoi? Parce que ces animaux, ils sont en rotation avec notre serpentarium qui se trouve là-bas à Butantan. Et pour différencier les animaux, parfois, il est difficile d'utiliser le lecteur de puces électroniques. Ah bon? Oui. Alors, on remarque la différence grâce à la couleur du grelot. Grelot. Elle est complètement dure. Tu vois? Il y a un petit grelot. Après, je te trouverai un grelot pour que tu puisses le secouer. Mais regarde les dents. Mais on va attraper un crotal pour prélever du sang et tu verras le grelot bouger. Prendre du sang de crotal. La journée s'améliore. Salut. Ici, on a cette odeur de laboratoire d'analyse parce qu'on va faire une prise de sang. On va faire une prise de sang. Voici Mathéus. Et Mathéus nous a apporté ici une livraison un peu spéciale. Une livraison. Mathéus a apporté un crotal. Oui. Maintenant, c'est lui qui est un responsable de la contention, des techniques de contention. Oui, il faut que ce soit une personne spécialisée pour faire ça, avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de rigueur. C'est un animal venimeux. Il va le faire et nous allons observer de loin. Et à partir du moment où le serpent sera sécurisé, alors là, nous pourrons intervenir pour faire les examens nécessaires. Et en quoi consiste le bilan général que nous faisons? Qu'est-ce que vous observez dans une analyse de sang d'un serpent? Nous regardons les paramètres comme dans nos propres analyses de sang, n'est-ce pas, quand nous allons au laboratoire. Nous avons les mêmes paramètres? Exactement, plusieurs valeurs, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'animaux, il n'existe pas encore de référence. Donc, c'est un grand avantage aujourd'hui d'avoir un cheptel assez important, riche en diversité d'espèces, parce que nous faisons aussi cela. Comme nous faisons des examens de routine, nous allons pouvoir créer des normes pour certains animaux qui n'en ont pas encore. Parce que, alors, je ne sais pas, vous ne savez pas quel est le taux normal de cholestérol d'un crotal. Par exemple, nous avons certaines valeurs, mais pas pour de nombreuses espèces. Mec, quel bel animal! Je peux toucher? Tu peux. Tu remarques que les caractéristiques de l'écaille ventrale sont différentes, n'est-ce pas? Oui. Tu vois comme l'animal ressent? Oui, il a demandé s'il a des sentiments. Il en a. Il a des sentiments. Dès qu'on le touche, l'animal ressent le contact. C'est une stimulation que nous faisons. Et mec, t'as vu à quel point elle est forte? Oui. À quel point elle est forte, Louise? Je suis en train de la complimenter ici et elle me fait ça. Je vais juste regarder maintenant. Tiens ça ici pendant que je prends juste un gant. On va prendre un gant. Des gants? Parfait. Les gants sont mon pire ennemi dans tous les épisodes. Il est normal que les gens aient peur, car ils ne voient cela qu'ici ou dans un film ou dans une situation incontrôlable. Mais expliquer montre que le serpent n'a pas de mauvaises intentions. Elle préfère même développer au fil de l'évolution des moyens pour te prévenir de partir avant de te mordre. Prendre du sang d'un serpent, c'est toujours un défi. On va voir si je vais bien viser. N'est-ce pas? Je me pose la question. Regardons la couleur du sang d'un serpent. Aïe, ça fait mal. Désolé. C'est rouge? Je pensais que c'était bleu. Qu'est-ce que c'était? Dans ma tête, moi, c'était vert, bleu, je ne sais pas. Il a du sang comme le nôtre. Ensuite, on enlève. On vérifie ici s'il n'a pas saigné. Tout va bien. Parfait. Tu vois, il n'y a pas eu de bleu comme chez Fleury la dernière fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet échantillon. Tu vas déjà le mettre? Oui, déjà.
Nous allons faire une évaluation, une glycémie de l'animal. On le met ici et je vais mettre une petite goutte ici. Mince. 40. Et c'est bien, ce n'est pas mauvais? Pour la crotale, tout va dépendre maintenant de ce qu'on observe. Si elle a mangé récemment, si elle n'a pas mangé, oui. Ensuite, on commence à faire une comparaison avec tout son historique. Mais un serpent peut-il avoir du diabète? Oui, c'est possible. Ces animaux peuvent tout avoir. Tout est très similaire à nous, les humains. Bien sûr, il y a certaines caractéristiques, certaines particularités, et il y a aussi beaucoup de maladies que parfois nous ne connaissons pas. Parce qu'il existe peu d'informations sur de nombreuses espèces sauvages, c'est pourquoi il est important de faire un suivi. Radiographie, échographie, faire des examens de routine chez les animaux. Parfois, on ne pense pas que les animaux finissent par avoir à peu près les mêmes maladies que nous. De différentes façons, avec des particularités propres, car il existe des différences anatomiques et physiologiques. Mais la maladie en elle-même, ici, nous faisons... Maintenant, nous allons donner. Nous allons montrer comment nourrir un serpent. Mais c'est un serpent qui va être nourri de façon forcée. Oui, on peut dire ça, oui. Mais ce sera pour son bien. Alors, Chris, on va la nourrir. C'est celui-ci que tu me montrais. Celui-ci, tu as déjà préparé sa nourriture. Ici, c'est une nourriture spéciale pour les serpents. On la prépare, je la mets dans la seringue, puis je passe une sonde pour l'injecter directement dans son estomac. On fait ça quand le petit animal est quoi? Fragilisé? Oui? Quand les animaux passent de très longues périodes sans se nourrir. Il y a déjà des signes de perte de poids, une réduction du score corporel. C'est drôle, ça sent vraiment la nourriture pour poisson. Oui, non? Bon, ça doit être un peu similaire, non? S'il te plaît, Chris, position. C'est une grosse seringue. C'est une grosse seringue. Il est important que tout soit bien arrondi, sans blesser. Voilà, j'ai déjà préparé. Au moment où on va mettre, la nourriture va sortir par ces petits trous sur les côtés ici. D'accord. Alors, Bruna va ouvrir la bouche. Oui. Regarde, on voit ses petites dents. Alors, il faut faire attention. La trachée est ici. Bien protégée, j'ai compris. Et on va la mettre dans sa bouche. Wow! On introduit cette sonde et on procède au nourrissage. Et là, tu vas sentir tout de suite, tu la sens ici. Regarde, elle passe ici. Tu la sens descendre ici. On en met un petit peu et là. On la laisse déguster. Déguster. Ainsi, ils retiendront un peu pour que la nourriture descende sans risque de régurgitation. Franchement, tout est fait avec beaucoup de douceur et de précaution. C'est vraiment quelque chose de méticuleux. Oui, on fait un massage pour que la nourriture descende vraiment et pour que l'animal ne régurgite pas. Parce que s'il y a régurgitation, elle peut aspirer et ça peut entrer dans la trachée et on ne veut pas ça. Cela pourrait compliquer la situation. Voilà. Et vous faites ça avec des dizaines, des centaines d'animaux ici? Ici, au Lève, nous avons environ 300 serpents. Donc, l'effectif, ce nombre varie un peu. Tu me disais, Mathéus, que celui-ci est un animal hybride? Je ne sais pas quel est le mot exact, parce qu'il s'agit d'un croisement. Exactement. Oui, cet animal, dans ce cas, il est hybride, n'est-ce pas? Pas de race pure. Oui, je ne sais pas si on pourrait le classer comme ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait ça, non? En réalité, il vient du croisement de deux espèces distinctes, n'est-ce pas? Donc, il subit une hybridation. Certains animaux, par exemple les épicrates, peuvent parfois finir par subir cela, n'est-ce pas? Cette hybridation. Oui, il n'y a donc aucun impact négatif pour l'animal, mais il n'appartient pas à une espèce précise, n'est-ce pas? Disons-le ainsi. Je comprends. Et il y a quelques modifications dont j'ai entendu parler qui sont faites presque uniquement pour des raisons esthétiques. C'est ce qu'on va te montrer maintenant. Bon, je suis ici entre le marteau et l'enclume avec deux serpents qui sont de la même espèce, c'est bien ça? Oui, mais elles sont très différentes. Pourquoi? Les deux sont des panthérophies, des serpents des blés. D'accord, mais celle-ci est une panthérophie sans écailles, n'est-ce pas? Ou partiellement sans écailles, parce qu'on voit les écailles sur sa partie ventrale, n'est-ce pas? Elle n'a pas d'écailles sur la partie dorsale. Et là, on voit que c'est complètement différent. Présence d'écailles, oui. Oui, ce serpent des blés aussi, c'est un que certaines personnes gardent comme animal de compagnie, non? Oui. Oui, cette variété sans écailles, elle a été créée pour ça? Pour être ou c'était quelque chose? C'est une variation génétique.
Le fait de ne pas avoir d'écailles donne cette texture plus veloutée. Oui, Au toucher, c'est très agréable. C'est agréable, mais il y a des implications négatives pour l'animal. C'est comme si l'animal était moins protégé. L'écaille joue un rôle important dans la protection. Et cet animal finit vraiment par devenir un peu plus vulnérable. Tu me confirmes, Bruna? Oui. C'est que je suis concentrée ici. tu es très inquiète à propos de ce serpent. Depuis que tu es arrivée ici, tu t'es déjà fait beaucoup mordre? Oui, vraiment? Oui, mais ça va. Oui, je travaille avec de grands animaux. Et alors, ceux que vous tenez là, ce sont des animaux que je pourrais toucher parce que ça fait partie de votre programme ici qui vise à rapprocher les gens des animaux. Oui, Ici, au laboratoire d'écologie et d'évolution, nous avons l'activité Maona Cobra et Outro Bichot. C'est une activité qui a lieu chaque semaine, d'accord, sur rendez-vous. Les gens vont sur le site, prennent rendez-vous, participent à une visite encadrée par les éducateurs, supervisée par les éducateurs. Et après cette activité, elles vont vivre le moment tant attendu qui est de tenir un serpent. Et l'objectif est exactement celui-ci, sensibiliser les gens au fait que ce sont des êtres importants, magnifiques et que nous devons les respecter. Je pense même comme toute autre forme de vie. bien sûr, c'est curieux car pour moi, la peur de ces animaux peut être utile pour éviter de s'en approcher. Mais l'aspect négatif, c'est que lorsqu'on en croise un, on cherche à le tuer. N'est-ce pas? Elle essaie de tuer. Oui, et c'est là que réside le grand problème. Oui, avec celle-ci, très petite, je comprends. Mais on va maintenant en montrer d'autres, comme elle l'a dit, bien plus grandes. Bon, maintenant nous allons découvrir l'enclos des anacondas, où il y a des serpents, enfin je ne sais pas comment dire, de cette taille ici. Regarde. Oui. 4 mètres et demi, c'est la taille maximale d'un anaconda? Non. Non, c'est la taille de l'un de nos animaux Qui est ici à l'intérieur? qui est ici à l'intérieur. Et on va entrer ici. Oui, J'ai compris. On va entrer et ils ont dit qu'elles sont excitées parce qu'elles ont faim. C'est bon à savoir, non? ici c'est l'enclos des anacondas avec 3 animaux. Bruna est déjà entrée et a localisé les anacondas, ce qui est essentiel. Là-bas, il faut savoir où elles sont. Ici, il y en a 2. 2? Oui. Je me sens comme dans un documentaire de Discovery ici, tu vois. Viens avec moi. Waouh, je croyais qu'elle était petite de loin, mais elle est énorme. Bruna, quelle est la taille de ce serpent ici, le plus petit que vous avez? Si je me souviens bien, elle fait presque 2 mètres. Un peu plus. Donc presque 2 mètres, n'est-ce pas? Un peu plus de... Oui. On tente de la sortir de l'eau? Essayons. Juninho, Oui, tu es le plus petit. elle est énorme. Jésus-Christ, elle ne veut pas sortir de l'eau, non. Elles ne veulent jamais. C'est très moche. Elle est toute molle, waouh. Mec, cette bête est énorme. Et là, Bruna, ce que tu étais en train de me raconter, c'est la vieille peau qui s'en va pour qu'il puisse grandir. C'est ça? C'est ça. Ils font la mue à peu près tous les 15 jours. Ils sont sortis d'un enclos fermé. Oui. Et maintenant, ils sont dans cet enclos qui est entièrement adapté. Donc, on contrôle la température de l'eau, l'humidité. On a même de la pluie artificielle. Oui. Oui. On contrôle tout pour maintenir une humidité élevée avec la température aussi, puisque c'est un animal de la région du Pantanal, n'est-ce pas? Oui. Il a aussi besoin de températures élevées pour métaboliser la nourriture. Pour qu'elle grandisse, elle doit perdre son ancienne peau pour pouvoir en former une nouvelle, c'est ça? Oui, ils libèrent. Ils font un processus enzymatique où elles libèrent la première partie de la couche de peau. Elles libèrent des enzymes pour séparer ces 2 couches. Ensuite, elle fait mûrir la peau du dessous, puis une fois mûre, libère la nouvelle peau. Celles-ci sont des peaux qu'elles ont déjà perdues, c'est ça? Oui, ce sont des peaux récentes. Tu peux les prendre et nous montrer? Moi, je ne vais pas risquer de les prendre. Ces écailles ici, les plus grandes, ce sont les écailles ventrales et on les fait sécher à cause du travail d'éducation à l'environnement
pour que les gens puissent les toucher ensuite et sentir cette texture. Au fur et à mesure qu'elles deviennent plus ventrales, en remontant, n'est-ce pas, plus vers le dos, on a alors ces écailles plus petites. Ça ressemble à du plastique à bulles, mais avec une odeur d'aquarium, tu trouves pas? Oui. Tu dis qu'elles muent toutes les 2 semaines. C'est ça, en général, elles muent en ce moment parce qu'elles ont eu un changement de conditions de maintien. Alors, elles grandissent beaucoup. Elles peuvent atteindre 6 mètres, 7 mètres. Et alors, ça atteint 6 mètres et puis ça s'arrête parce que c'est sa taille ou parce qu'elle meurt. Quelle est la taille maximale de cette bête? Oui, l'anaconda peut atteindre, disons, 6 mètres et demi, 7 mètres. Le python, lui, peut atteindre jusqu'à 12, 10 mètres pour les femelles. 12? Oui, 12, le livre Guinness des records parle de 12 mètres. Seigneur Jésus, on n'en a aucune ici, les gars. Tant mieux. Aucune d'entre elles non plus. Le plus grand animal semi-aquatique qu'on a ici, c'est l'anaconda. Ici en bas, il y a Julieta, qui est la plus grande de toutes. Elle est un peu sensible parce qu'elle est en plein processus de mue, alors elle devient un peu plus timide. Elle reste là, tout enroulée. Mais il y a aussi celui-ci, Juninho, Junique. On va essayer de voir s'il veut bien se montrer pour qu'on puisse prendre un selfie avec lui. Oh. Voilà, c'est le travail de l'Institut Butantan. Visitez-le si possible ou regardez plus de vidéos ici sur A Achismos na vida real.